L'idée de cette discussion, c'était de parler de l'identification des films, qui est voilà, quelque chose qui a toujours été assez compliqué, mais on va dire, qui ne va pas en s'arrangeant du fait de problèmes autres que ceux du cinéma indépendant en propre, à savoir les problèmes auxquels est confrontée la presse écrite en général, et plus particulièrement, je dirais, la presse écrite spécialisée, comme les cahiers et d'autres journaux de critique de cinéma. Problèmes qui sont inhérents à toute cette bascule du numérique qu'on a connue de façon générale dans l'industrie culturelle, et cette démonétisation qui est arrivée sur les contenus, qui est un véritable questionnement. Comment peut-être donner votre point de vue l'un et l'autre sur cette chose à laquelle on est confronté. D'un côté, peu de place pour les films en salle, et aussi une pléthore d'offres éditoriales, entre guillemets, parce que je mets bien des gros guillemets, puisque notamment sur le numérique, on est très loin de la critique assez souvent, mais ça encombre l'espace et fait que la connaissance des sorties de films, le rapport au film est un peu obstrué. Oui, c'est-à-dire que nous, en tant que critiques, pèse sur nous, vu l'abondance de sorties hebdomadaires, disons que notre premier travail devient le tri, entre guillemets. Puisque de toute façon, dans nos pages, physiquement, matériellement, il n'y a pas la place de parler de tous les films. Il n'y a pas non plus le temps nécessairement de les absorber tous, d'avoir un personnel suffisant pour en rendre compte. Et après tout, ce tri raisonné, quand il est raisonné et fait à partir des films, de tous les films vus idéalement, il fait sens. C'est-à-dire que c'est une des premières fonctions de la critique que de désigner, disons, les œuvres dont on pense qu'elles sont à voir en priorité et pourquoi. Mais de facto, il y en a beaucoup qui passent sous le radar. Et bien sûr, on peut aussi faire un parallèle entre la difficulté qu'on peut avoir à rencontrer un nombre de lecteurs suffisant pour économiquement être viable et continuer à travailler, continuer à prendre ce temps qui est vraiment, le temps est vraiment clé pour le travail qu'on fait au cahier, puisque c'est un temps même de maturation de l'œuvre dans la pensée. Un mensuel, en fait, ça arrive très vite pour nous dans sa fabrication, mais il faut qu'on ait ce temps, un tout petit peu de recul, de réflexion, d'analyse. Et c'est cette pression-là qu'on sent très fortement, et j'imagine qu'on peut la mettre en parallèle avec le turnover des sorties qui est insoutenable à tous les degrés, à tous les niveaux de la chaîne de l'industrie du cinéma. Je sais pas si c'est... Non, tout à fait. Voilà, ce qu'on sent depuis quelques années, donc c'est plus tout à fait nouveau. Hein, c'est effectivement cette crise de la prescription, puisque les prescripteurs se sont multipliés, mais s'étant multipliés, ils ont perdu en importance, en puissance. Donc tout le monde est prescripteur. Un tweetos qui a beaucoup de followers, autant quand tu fais qu'un média généraliste qui a éventuellement encore une vente conséquente, mais dont les priorités ne sont pas tellement le cinéma et encore moins le cinéma d'auteur. Et moi, je vais surtout parler du cinéma d'auteur et ce que j'appellerais le cinéma de découverte. Hein, on peut détailler tout ça après. Et puis, c'est une crise, enfin, c'est pas une crise, mais en tout cas, c'est le marché de la curiosité, on va dire. C'est tellement encombré de tout, de jeux vidéo, d'applications, de formats courts, de YouTube, de SVOD évidemment, de télé plus classiquement, et puis d'une offre cinéma qui est assez profusionnelle, mais pour moi le problème est presque pas là, c'est pas un problème nouveau, c'est un problème qui existe mais qui n'est pas nouveau, il n'y a pas 50% de films aujourd'hui par rapport à il y a 5 ans par exemple. Donc effectivement tout ça fait on sent les acteurs tous un petit peu perdus, faut le dire honnêtement et humblement. Le réflexe que nous, distributeurs, on ressent de la part des médias, et on ne peut pas dire des médias en général comme s'ils étaient tous les mêmes. C'est vrai qu'il y a la presse spécialisée, il y a une presse généraliste un peu cinéphile, et puis une presse généraliste qui s'intéresse vaguement au cinéma mais qui n'est pas cinéphile. Mais globalement, il y a la crainte, et pour ne pas dire le constat d'un léger repli vers ce qu'on a pu se faire les valeurs sûres, réputées valeurs sûres. Moi dans mon coin, je ne sais pas ce que c'est qu'une valeur sûre, le nombre de valeurs sûres qui se plantent, c'est quand même absolument
voilà, spectaculaires. A contrario, il y a des valeurs non sûres, ou même pas de valeurs du tout, qui réussissent à se faire une place. Non, mais tout ça questionne effectivement ce rapport de promotion qu'on a avec les médias, la presse en particulier, mais les autres médias. Puisqu'ils font des paris eux-mêmes, comme le font les exploitants, comme le font les distributeurs. On est dans une logique un peu de pari, là où nous on aime l'idée qu'il y ait juste une logique de découverte. Je vois tout, et effectivement après je fais le tri, non pas entre ce qui est bankable et ce qui ne l'est pas, mais entre ce qui m'intéresse et ce qui mérite attention et développement critique, et ce qui au fond n'est pas très intéressant, même si sur le marché ça aurait une grande place. Voilà. Et c'est vrai que comme ça va de pair avec une baisse assez nette de la cinéphilie au sens classique, c'est un peu perturbant, nous, même pour les acquisitions des films. Il y a des films, on sait, le film est magique, bon, allons-y loin, magique, magnifique, extraordinaire, etc. Mais ça, c'est quand on l'a vu. Qui va nous aider à en parler? Qui va donner envie alors qu'il n'y a pas un grand cast, il n'y a pas un grand sujet, il n'y a pas un pays un peu rare où il se passe des trucs bizarres qui d'un seul coup donneraient envie? Voilà, c'est tout. Il y a un effet de marque en fait, plus que jamais qui opère. La marque, hein, c'est la licence, c'est le grand acteur, le grand réalisateur, c'est le sujet en soi. La crise je ne sais pas où, la caissière au supermarché, des vrais sujets identifiables. Hein. Mais quand on est dans des choses un peu plus vaporeuses en termes de sujets, avec des pays un peu moins exotiques ou quand même un petit peu rares au cinéma, avec des castes pas connus, etc., les premiers films typiquement, là on sent qu'il n'y a plus grand monde pour... En tout cas, il n'y a pas d'automatisme. Il y a des gens pour suivre et pour contribuer à faire connaître, mais il n'y a pas d'automatisme du tout. Et donc c'est un peu double peine. Ces films sont déjà difficiles. C'est même triple peine. Ces films sont déjà difficiles. Soit il y a les médias qui suivent potentiellement moins, parce que pourquoi j'irais parler de ce truc ouzbek, au fait tout le monde s'en fout. Et comme le public lui-même, c'est un peu moins curieux. Voilà, il y a un effet d'écrasement d'une certaine offre qui nous pose problème. Et c'est peut-être pas grave puisqu'il y a trop de films. Mais c'est ceux-là qui vont sans doute sauter en premier aussi à cause de ça. Voilà. Et là où l'effet de marque, bon, je vais un peu plus loin sur le... Voilà, on entend les médias dire « Non mais vous comprenez, mon public, maintenant il va voir ça, donc je vais... » Bon, la sensation qu'on a, c'est qu'on n'est pas là pour servir le public sur uniquement ses attentes, il le faut, mais on est là pour recommander une ouverture d'esprit, etc. C'est ce qu'on fait nous, évidemment. Hein, voilà. Et là, il y a une sorte de lien qui est un peu cassé, et il faut trouver le truc. Oui. Dans le cas des cahiers, je ne sais pas s'ils ont jamais été vraiment prescripteurs au sens où peut-être ça fait plaisir énormément à un cinéaste s'il y a tout un texte développé, un entretien, etc. autour de son film, mais on voit bien que la revue, disons, je pense que ça fait longtemps qu'elle n'est pas classée dans les grands prescripteurs, et que même il faut pour nous, d'une certaine façon, le revendiquer. C'est-à-dire qu'il nous arrive qu'on nous dise « mais alors finalement, mais alors vous avez aimé ou pas ?» Alors c'est agaçant, je relis le texte. Et en fait, nous, on est autant... intéressé par l'écriture que par la cinéphilie, quoi. Je n'irais pas jusqu'à dire que c'est une revue littéraire sur le cinéma, mais d'une certaine façon, le risque dont vous parlez, qui est pris par ce cinéma de découverte dont vous parlez, il est pris pour nous dans l'écriture à chaque texte qu'on écrit, et quitte à perdre parfois le lecteur ou à ce qu'ils se disent mais alors ils aiment ou ils n'aiment pas, c'est pas possible, et qu'ils aillent à la fin et qu'ils regardent cet horrible tableau d'étoiles, qui est pour moi complètement anti-critique, en fait, qui est le contraire de ce qu'on essaye de faire dans un texte. Heureusement qu'il y a 100 pages de texte avant, parce que... Qui est responsable de ce tableau, alors qu'on déteste tous? Non, mais il y a des gens qui l'adorent, donc voilà, qui l'adorent, qui pensent que c'est un jeu, stimulant, et que les contrastes aussi entre les différents avis, c'est vrai, relativisent la part d'évaluation qu'il y a dans une critique, parce que c'est ça, c'est que la critique, c'est pas juste... évidemment, j'aime pas, ni même les cahiers comme instance qui jugerait, voilà, c'est pas ni guide culturel, ni que les cahiers auraient une espèce de puissance symbolique telle qu'ils auraient raison sur... Donc c'est pas ça, donc c'est dans le travail de chaque, y compris la légitimité, disons, de ce qui peut se dire, y compris dans l'évaluation sur un film, pour moi elle se rejoue dans chaque texte, et chaque texte peut arriver ou pas arriver à... donc ça c'est un travail d'écriture.
Et ça demande du lecteur aussi un temps de lecture, enfin, qui est pas non plus... c'est pas aussi long que l'annuaire, mais enfin quand même, il faut... tout ça est lié au temps qui nous est dévoré par autre chose, quoi. Par effectivement d'autres choses sur Internet plus rapides et plus... Mais je pense qu'il faut, pour nous, on est vraiment une revue, quoi. C'est-à-dire qu'il faut assumer ce fait-là, qu'il y a peut-être moins d'impact en termes de prescriptibilité, si le terme existe, mais qu'il y a un peu de fond, enfin qu'il y a une tentative de réflexion à laquelle le lecteur est invité, y compris s'il est indigné de ce qu'on peut écrire. Je pense que ça ne manquera pas d'arriver peut-être sur certains films qu'on vient de voir dans ce festival, notamment Ruben Östlund, pour ne pas le citer. Pour ne pas le citer. Mais ça, c'est une sorte de pacte en fait avec le lecteur, les lecteurs, et non pas l'idée de qu'est-ce que mon lectorat va voir, et c'est de ça dont il faut que je lui parle. Parce que nous, par contre, on n'a pas d'idée qu'il y a un lectorat sociologiquement défini ou et qu'il faudrait satisfaire à tout prix. Et qu'il faudrait satisfaire. Je pense qu'on est au-delà de cette idée. Non, là, je pense qu'on n'a jamais vraiment été... Ça ne veut pas dire que les textes ne sont pas adressés. Enfin, quand on écrit, bien sûr que abstraitement, il y a une forme d'adresse. Sinon, c'est complètement autiste. Mais on peut pas écrire dans un objectif qui est de faire que les gens aillent voir tel ou tel film. C'est surdéterminé à l'intérieur du texte. Donc, non, ça peut être décevant. Non, pas du tout. Je ne mets pas du tout en cause les cahiers d'ailleurs, parce que les cahiers, comme d'autres, c'est pas les seuls, il y a effectivement certains médias ou certains médias critiques dont l'importance est déjà de constituer un repère cinéphile, je n'ai pas d'autres mots là, mais donc pour les gens qui s'intéressent au cinéma en tant que tel, pas juste l'illustration d'un sujet ou d'un texte ou aller voir une star, voilà, mais une proposition artistique, tout simplement. Et si les cahiers et quelques autres entretiennent un climat, et même en étant un petit peu à côté des circuits promotionnels, au fond c'est déjà bien, parce que nous ce qui nous manque pour les films indépendants les plus pointus, c'est vraiment la sensation que le bassin de public qui iraient au cinéma comme d'autres vont en galerie d'art contemporain ou au théâtre, plutôt le théâtre contemporain, etc. Ce bassin de public est en train de disparaître, peut-être pas maintenant, mais c'est compliqué, quoi. Il devient un peu plus maigre chaque année parce que les médias ne transmettent pas suffisamment de désir, peut-être que l'offre est effectivement provisionnelle, qu'à un moment donné on va toujours vers plus de facilité, et parce que la concurrence médiatique qui s'est attachée à vendre soit du papier, soit du clic, elle est devenue très dure. Voilà, tout simplement. La caricature étant les influenceurs et tout ce qui ressemblerait à du web, l'influenceur il vit de son clic. C'est sûr qu'en faisant un film expérimental roumain, enfin pour aller très loin dans les caricatures, il n'y a aucune chance de faire du clic. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que tous ces gens, les influenceurs, les gens qui parlent de cinéma sur le web, sur les réseaux sociaux, parlent en gros de la même chose, là où il y a du clic, les nouvelles, les blockbusters, des licences, des Marvel, etc. Ce qui n'est pas un défaut en soi, mais ils sont nombreux à en parler, et qui est presque un effet de compétition à qui en parle le mieux, qui est le plus malin. Donc la compétition n'est pas celui qui connaîtrait les mieux le cinéma et aurait un point de vue cinéphile particulièrement aiguisé, etc. Très vite, c'est une concurrence de qui parle le mieux de ce que tout le monde connaît. Voilà. Et c'est vrai que du coup, ça j'ai un sentiment que c'est un peu laminé tout ce que serait une critique cinéma artistique un petit peu plus pointue, un peu plus ouverte, un peu plus risquée, qui parlerait de choses un peu plus moins identifiées, tout simplement. C'est que s'il était déjà identifié, il est encore plus. Et même si on remonte plus loin dans le web c'était l'illusion au début, ou les réseaux sociaux, l'illusion d'un seul coup, le moindre truc impossible peut exister. Oui, mais en fait, celui qui existait déjà existe aujourd'hui 1 million de fois plus. Donc les effets de grands écarts se sont vraiment accélérés. Et donc effectivement, l'espoir qu'on a encore dans les médias plus classiques et typiquement critiques, c'est de constituer une sorte de socle
de regard un peu plus ouvert, mais dont on sait bien qu'en effet la dimension promo, pour dire clairement, fonctionne moins bien, quoi. Oui. Elle est importante quand même parce qu'elle est, comment dire, elle est désintéressée, même si les journalistes connaissent les attachés de presse qui travaillent avec les distributeurs, et parfois les distributeurs connaissent en direct les journalistes, mais on veut croire que c'est quand même largement désintéressé, alors que le web au sens large, les influenceurs, les réseaux, etc., et même les pure players parfois, sont des gens qui non seulement critiquent là où il y a du clic, mais qui critiquent quand il y a un chèque. Oui, du distributeur et du producteur, ce qui est un vrai danger. Voilà, là, d'un seul coup, c'est... on a fait du publi-reportage. C'est du reportage, exactement, et avec des effets de levier très importants. Beaucoup plus que... Voilà. Et ben, ça, on n'a pas grand-chose, on n'a pas beaucoup d'armes pour lutter contre ça, et là, j'ai pas de solution. Voilà. Mais j'ai envie de dire, pour aller dans ton sens, j'ai plus le sentiment que les youtubeurs, c'est à des titres comme Première qu'ils ont pu tailler des croupières entre guillemets, puisque ils vont sur un cinéma de masse, et que, alors, du côté d'une presse plus spécialisée, c'est effectivement ces sites qui ont émergé. Je pense par exemple à Criticat, qui est un site quand même de qualité, et je pense, c'est un site qui peut faire mal au cahier, puisque c'est un peu... Non, mais je dirais c'est un peu sur les mêmes terrains, et peut-être ce qui se passe aussi, c'est que la presse écrite sur un mensuel, il y a un temps long, comme tu l'as dit, et qu'aujourd'hui, dans une certaine presse numérique, elle est capable d'être là chaque semaine, sans contrainte de taille aussi, ce qui joue énormément. Donc dans les pratiques, ça change. Après, la part d'influence, j'en sais rien, mais j'ai l'impression qu'effectivement, il y a eu une dilution, en tout cas... Moi, là, pour le coup, je parlerai en tant que spectateur. Dans l'offre critique qui m'est proposée, elle s'est élargie aussi. Il n'y a pas que du tweetos, etc. Et ça rend on est moins... Enfin, on se sent moins attaché à des plumes. Alors peut-être, à nouveau dans la presse quotidienne, sur un Libé, où on a vraiment des plumes identifiées, où on se dit, tiens, je vais aller lire un tel parce qu'il a un goût qui n'est pas très loin du mien, il m'emmène vers des choses qui m'intéressent, etc. Mais il y a une accumulation qui fait qu'effectivement... On perd de l'écho, on perd de la voix, et on est moins, en tant que spectateur, on a un peu perdu aussi. Ouais. Oui, il y a une multiplication de la parole critique, y compris vraiment les textes, mais ça fait à peu près, je dirais, 15-20 ans. Récent, voilà, mais par exemple, Criticat hein. a dû être créé à peu près, donc ce site gratuit de critique, mais qui critique quand même pas autant de films que ça. Enfin, c'est assez réduit. Et nous, on est très, je veux dire, il y a des plumes, il y a des gens qui écrivent chez nous, qui écrivent aussi chez Criticat, mais il faut savoir que pour pouvoir, par exemple, je prends l'exemple des cahiers, publier 100 pages assez denses quand même en texte chaque mois, et payer les rédacteurs, ce qui nous semble très important. Justement, payer les rédacteurs, c'est important pour éviter le copinage, parce qu'il y a des liens entre le fait de ne pas être payé et d'écrire en se disant, au moins je renvoie l'ascenseur à un tel, au moins je pourrais aller dans tel festival gratuitement, etc. Donc c'est très important, d'abord parce que tout travail mérite salaire, mais parce que aussi il y a ce risque-là, quand on n'est pas payé, on a un autre intérêt assez souvent. Et donc ça demande effectivement quand même de l'argent. Donc des sites comme Criticat, qu'on aime bien, sont quand même limités en termes d'écosystème, de participation complète à l'écosystème. Et d'autre part, moi, je reste attachée, alors non seulement au papier, mais avant même le papier, à la mise en page, au fait que les textes, ils sont pas... c'est pas que des textes. Voilà, il y a aussi une maquette, il y a une mise en page, il y a un choix, on a une iconographe, donc les photos sont pas celles qu'on trouve comme ça ou qu'on nous donne pour un jeu de presse. Et donc tout ce travail-là, en fait, c'est un métier. Enfin, c'est le métier de la presse, quoi. Qui est assez vaste et qui est vraiment passionnant. Et la critique en fait partie, mais il y a aussi cette dimension visuelle, même tactile du papier, même si maintenant les cahiers, depuis tout récemment, sont aussi disponibles en numérique, mais au fond, on garde la maquette. C'est une version numérique, mais avec... Et donc toute cette dimension-là, y compris le fait que quand on écrit dans une revue comme ça, elle a 70 ans d'existence. Donc nous, humblement, on n'y est que de temps à temps, et on n'est pas tel autre rédacteur illustre, mais
on a une mémoire, quoi. Et donc c'est ça aussi, c'est d'écrire dans une sorte de maison où il y a eu déjà d'autres textes et c'est ça une culture en fait. Donc c'est tout ça qu'il faut entretenir et ça passe quand même par une existence économique. Je pense que c'est assez incontournable. Enfin, nous évidemment on tient à ce que les rédacteurs soient payés, mais ça a l'air évident parce que peut-être dans l'industrie tout le monde est quand même, il y a des syndicats, mais en fait dans notre milieu on nous dit souvent mais en fait vous passez votre temps à voir des films. Alors déjà on n'est pas payé pour voir des films, on est payé pour ce qu'on écrit. Et voilà, donc vous ne devriez même pas, ça n'est même pas un métier. En fait c'est ça qui nous pend au nez à nous, c'est qu'on nous dise que ça n'est pas un métier. Or si c'est un métier et donc il nécessite y compris de l'argent. Même peu, mais... Oui, donc, ce qui est presque en cause, c'est effectivement la valorisation du métier en tant que tel, parce qu'effectivement tout le monde veut parler d'un film, donner son avis, enfin, on fait tout ça depuis la cour de récré. Il y a un travail d'édition en fait. Il y a un travail d'édition, il y a des positionnements, des plumes particulières. On sait que... Alors, moi je me demande dans quelle mesure une des manières de faire évoluer l'affaire, c'est pas justement de personnifier encore plus, parce que font les influenceurs, j'aime pas le mot, il est vraiment très large, mais les gens qui donnent des avis sur YouTube, qui ont des audiences parfois importantes, ils ont une audience importante par le ton qu'ils emploient, par leur vision, et puis par la personnalité qui se dégage de l'image, etc. Alors c'est vrai que du côté des médias et de la presse, il y a la marque. Mais on a le sentiment que la marque, en effet, malgré son ancienneté, etc., se suffit pas elle-même. Enfin, c'est un pilier important. D'ailleurs, quand on regarde les étoiles Allociné et compagnie, la marque derrière est évidemment très importante. Mais pour l'acquisition d'un public, de lecteurs, et ensuite pourquoi pas de gens qui vont au cinéma, c'est comme s'il manquait effectivement cette dimension presque basiquement humaine, j'ai envie de dire subjective, incarnée, qui me parle, quelle tête il a, quel est son style, comment il en parle, je sais comment il écrit. Mais comment il en parle exactement, voilà. Et moi, je sais que parmi les gens à qui on aime bien montrer des films, moi je connais pas très bien les youtubeurs, c'est pas exactement mon métier, c'est plutôt les attachés de presse. Mais le fossoyeur de films qui récemment nous a fait le plaisir de s'intéresser à 2 films, alors que bon, alors lui il est complètement libre, il fait ce qu'il veut, donc c'est assez agréable. Je pense que lui il fait pas partie de ces gens qui marchent au chèque justement. On voit pourquoi il est suivi, il est cool, il met en scène son truc, il a des avis très tranchés, et cette incarnation a plus que ce qu'il dit peut-être, ou alors il est peut-être conseillé comme tout le monde avec Star Wars et Mad Max, mais maintenant il se permet de faire des choses quand même plus radicales, on va dire. C'est passé par une fidélité d'acteur en fait. Voilà, j'ai envie de voir ce que raconte le Fossoyeur. Voilà. Alors est-ce que c'est pas mettre plus en avant des figures, ce que vous faites déjà un peu, mais plus encore j'en sais rien. C'est intéressant parce que ça touche à la dimension subjective de la critique et on l'assume évidemment, mais effectivement il y a une sorte de presque de point d'honneur à très rarement dire je dans nos textes, mais c'est vraiment quelque chose de réfléchi, de pas du tout une sorte de déni. Évidemment, il y a une personne qui écrit, c'est signé, etc. Il y a un auteur du texte, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on peut ne pas être d'accord sur un film de manière assez extrême à l'intérieur même de la revue. Mais pour nous, cette subjectivité, elle est... c'est pas une mise en scène de sa sensibilité, c'est l'exercice de sa sensibilité sur une œuvre en espérant qu'on dit quelque chose de l'œuvre. C'est-à-dire que c'est pas une projection totale de soi, une sorte de composition d'un personnage critique comme il pourrait y avoir, par exemple, ça au Masque et la Plume, je dis. Voilà, où c'est repérable, où il y a une espèce quasiment de cirque jubilatoire autour de ça. Et c'est vrai qu'on n'est plus retenu, disons, par rapport à ça, mais il me semble que nous, et d'ailleurs on a fait tout un ensemble là-dessus sur la critique parlée l'année dernière, en fait ce que vous dites, nous on aime aller dans les salles pour parler des films. Alors certes c'est plus réduit parce que on peut pas, c'est le contraire de YouTube, quoi. C'est-à-dire que c'est une petite surface, mais c'est un vrai lieu, la salle. C'est un vrai lieu dont on sent très bien qui est là, où on est, et puis on sait très bien qu'en France il y a
c'est extraordinaire, le parc de salles et les endroits dans lesquels elles sont, etc. Et le travail des programmateurs et des directeurs de salles. Donc c'est plutôt ça, c'est-à-dire que cette subjectivité, elle s'incarne dans ça, dans le fait d'aller présenter des films, d'aller parler 1 heure après du film, et le fait que nous, on est absolument convaincus que c'est de la critique, ça. Et d'ailleurs, quand on regarde historiquement, quand on a fait cet ensemble l'année dernière sur la critique parlée, c'est venu d'une chose, d'un événement, enfin, qui était la mort de Jean Collet, qui n'a pas été beaucoup au Cahier, qui était un critique et surtout un grand, je sais pas comment on dit, pédagogue, enfin un homme de ciné-club en fait. Donc voilà, il aurait eu, je sais pas, 95 ans ou mais il y a vraiment toute cette tradition-là du ciné-club qui se perd un peu en tant que tel dans les salles désignées comme ça, parce que ça fait poussiéreux et qu'on ne veut surtout pas sortir ce mot-là, mais en réalité, c'est ça, et pour nous, c'est vraiment de la critique. C'est-à-dire que, pourquoi c'est de la critique? C'est qu'en fait, on pense en direct parce que les gens sont là pour écouter. Ce qu'il n'y a pas quand on écrit, parce que quand on écrit, il faut être capable d'introjecter cette idée qu'un jour il y aura un lecteur, on ne le voit pas, mais il doit bien en avoir 3-4. Et donc c'est plus difficile, quoi. C'est plus abstrait de s'adresser. Quand les gens sont là, ça crée une sorte d'adrénaline qui fait que... et puis si on présente le film, c'est que de toute façon la question de l'évaluation, elle est même plus là. C'est plus ça. Donc je crois qu'il faut quand même pas oublier qu'en France il y a ce parc de salles, il y a la diversité encore des programmes dans les salles, et ça vraiment, honnêtement, moi je ne ferais pas ce métier, j'irais jusque-là, si on avait un système de salles qui était comme dans beaucoup d'autres pays, ne serait-ce qu'européens. C'est-à-dire que c'est vraiment... En Allemagne, il n'y a plus que... Ouais, ou en Angleterre, où il y a du cinéma d'auteur, il y a de la presse spécialisée, il y a Sight and Sound en Angleterre, mais pour moi, c'est pas du tout pareil d'être dans un pays comme la France, avec le nombre de festivals et le nombre de salles et la programmation extraordinaire de toutes petites salles. Voilà, pour moi, c'est lié, en fait. Donc c'est aussi lié, j'imagine, à votre travail en tant que distributeur oui, avec ce de précision. Avec ce paradoxe que pour que cet événement-là arrive et que cette rencontre se passe, il faut que le film accède à la salle. Ouais. Et effectivement, si en amont, personne n'en a parlé, c'est compliqué. On est un peu dans ce serpent qui se mord la queue. Alors ça reste 2 travaux parallèles, et assez curieusement, et tant mieux, assez peu d'exploitants, de programmateurs de salles, demandent un peu, mais assez peu en réalité, parce qu'ils gardent une liberté eux-mêmes d'éditorialisation, de choix. Ils demandent relativement peu, mais comment ça se passe en presse, etc. Oui, mais alors ça, moi je pense que ils ont un problème de temps aussi, eux. Alors tout le monde a un problème de temps dans cette affaire, évidemment. Mais justement, ce serait rassurant et facile pour eux de dire, écoute, les cahiers à aimer, je prends le film. Non, ils veulent quand même prendre le temps de regarder les films, d'y réfléchir, de jauger, de construire leur programmation en fonction de l'étendue de l'offre. Un peu plus de ci, un peu moins de ça, mais il faut un petit peu de ci quand même, parce que je sais que ce public-là sera abandonné à ce moment-là, etc. Donc ils ont une vraie réflexion au niveau de la salle. Et qui se fait de façon assez surprenamment indépendante de ce que disent les critiques. On nous demande, je ne dis pas que personne ne demande, mais on pourrait penser que ce serait systématique. Et que dit Télérama, et que dit Le Monde, sans plus, ça va. Donc, et du coup, on se retrouve, nous, en même temps, tant mieux ou tant pis, on se retrouve à vendre le film, à communiquer sur les films, auprès de 2 réseaux indépendants. En effet, on vend aux salles et on vend à la presse de façon indépendante, et parfois, les salles n'ont pas aimé ou n'y ont pas cru, et on se retrouve avec beaucoup de presse pour un film qui n'apparaît pas en salle, ce qui est un sujet en soi, et à contrario, une presse inexistante ou mauvaise sur un film que finalement les salles elles ont eu un coup de cœur, elles vont être les premières à s'étonner qu'il n'y ait pas de presse. Ah bon, mais qu'est-ce qui se passe, le film est génial, machin, bon, il y a tout ça. Juste sur la dimension des sorties, c'est un petit sujet en soi, je crois que c'est pas du tout le cas des cahiers, et vous n'êtes pas les seuls, mais effectivement on entend de plus en plus, et c'est pas nouveau, cette question dans notre sens, cette question de la dimension de la sortie du côté des médias, de la presse, est importante pour eux. C'est-à-dire qu'autant l'exploitant s'en fout que la presse soit bonne ou mauvaise, pas complètement, mais assez largement, autant la presse a besoin de savoir que le film va être largement diffusé.
Et nous, on entend beaucoup, je ne citerai pas les médias, mais oui, mais eux, ils ne parlent pas du film s'il y a moins de 100 copies, s'il y a moins de 200 copies, s'il y a moins de 300 copies. Bon. Moi, c'est le moment de rappeler qu'un film ne s'arrête pas à sa sortie nationale, parce que tous les films circulent, plus ou moins, et souvent en fonction bien sûr du succès, hein, mais en moyenne, un film qui sortirait sur une centaine de salles, quasiment 100 villes, on va dire. Si ça passe un peu correctement sur la centaine de villes, il va faire 400 villes, c'est sûr, c'est le minimum. 5, 6, 700 villes, parfois jusqu'à 1000 villes, à savoir presque toutes les villes qu'on a au cinéma. Nous, entendre ça, c'est hyper pénible. Donc, je vais pas engueuler les cahiers parce qu'on n'entend jamais ça de la part des cahiers, mais on a le sentiment que les gens pensent, en effet, même du côté média, court terme. Oui, mais mon journal, on trouve dans des villes qui n'auront pas le film. Si, ils auront le film, mais dans un mois. Et tant mieux d'arriver avant, c'est une bonne chose. Il faut laisser au public le temps de revoir son journal, etc. Et du coup, ça crée une inflation au nombre de copies. On sait que c'est un des problèmes, qu'il y a trop de copies de tous les films, etc. Ne serait-ce que pour ça, si je veux France Inter, il me faut 200 salles. Non, le film tournera dans la 200e ville. Mais dans 2 semaines, dans 3 semaines. En plus, entendre parler d'un film qu'on n'a pas vu et dont on se dit « je ne sais pas si mon cinéma va le... » Déjà, on peut parler à son exploitant quand on est dans une... Mais surtout, c'est l'histoire de la cinéphilie de chacun. C'est-à-dire que combien de fois on a lu sur un film qu'on n'a pas vu, et pendant des années, on s'est fait le film, et puis un jour on le voit, et on se souvient plus que c'est là-dessus qu'on avait lu, et puis tout à coup ça revient. Enfin, je veux dire... Le désir de cinéma, il vient aussi de ces frustrations-là. Exactement. Donc, le fait qu'on fasse 10 pages sur un truc et quelqu'un se dise « Ah, c'est pas vrai, j'ai reçu mon numéro, mais moi, je suis dans telle ville. » Et il y a pas. C'est... Le rapport à la frustration a changé quand même, justement. Aussi, la frustration a construit beaucoup de gens. Là, je veux voir, puis je mets 10 ans à voir un film dont j'ai rêvé, que j'ai vu dans ma tête. Oui, du coup, vous le cherchez sur Internet. Alors maintenant, je cherche sur Internet, etc. Et c'est vrai qu'on voit bien, nous, via les réseaux, il n'y a pas que ça, heureusement, mais le public veut le film, en effet, tout de suite. Donc, de ce point de vue, je peux comprendre les médias. Mais le film, en salle, il n'arrive jamais très tard. Maintenant, il n'y a plus de droit à l'entrée de la salle, les copies sont gratuites. Donc, si on veut, on peut arroser 500 copies, mais en vrai, on arrose de 500 copies quand il y a déjà une attente, une préattente, avec ce que j'ai dit, un effet de marque, un casting, etc. Laissons une chance au film qui sort au hasard 100 copies, d'être traité par les mêmes médias, parce que si ça se passe convenablement, et notamment grâce aux médias, le film sera vu dans les 500 villes. Enfin, il sera disponible en tout cas dans les 500 villes. Donc, avec une frustration qui ne sera pas une frustration de 25 ans, ce sera une frustration de 2 semaines, rarement plus. Les films, les carrières sont devenues très courtes. La rotation est tellement rapide. C'est très rapide, donc dès qu'un film marche, tout le monde le demande, et puis voilà. Mais c'est plus de la sortie nationale. Donc c'est vrai qu'on se retrouve avec des systèmes un peu ridicules où tout le monde ment sur la quantité de sa sortie nationale, ment ou alors essaye d'assumer les quantités de copies qu'il a indiquées aux médias, ce qui donne des effets d'encadrement absurdes, avec moins de séances, avec pas de visibilité. Enfin bon, le problème devient plus large, quoi. Voilà. Mais nous, se pose la question, par exemple, de ce qu'on a envie d'écrire sur des films de patrimoine qui ressortent restaurés et dont on s'aperçoit effectivement parfois qu'en ce moment, depuis la réouverture, qui circulent beaucoup moins. Donc ça, c'est un problème parce qu'on a des tentations, on adore le cinéma classique et on a plutôt envie d'écrire sur certains chefs-d'œuvre et tant pis, on le fait, mais là, pour le coup, sur ce qui est patrimoine, on a des inquiétudes récentes. Il nous semble que depuis la réouverture, il y a quelque chose qui fonctionne moins bien, en plus de la baisse générale de fréquentation. Mais est-ce que le fait que le film de patrimoine ne soit pas forcément montré partout dispense d'en parler, d'intéresser un public? En effet, sur la dimension, je fantasme ce film dont apparemment il faut absolument avoir pris un jour le DVD ou le voir en salle, voilà, etc. Il y a d'autres voies d'accès, du coup, comme c'est pas des sorties fraîches. Mais parce qu'on a aussi la conviction qu'il y a des circulations entre ce qu'on va écrire sur la règle du jeu, et on sait très bien qu'il y a déjà eu des textes, 1000 textes sur la règle du jeu, mais qu'est-ce que c'est de voir la règle du jeu aujourd'hui, de le voir comme ça, de le voir à tel moment, etc. Ça nous semble intéressant et parfois on s'aperçoit que au sein même d'un numéro des cahiers, d'un sommaire, il y a des dialogues qui se font entre tel film dont on a choisi de parler qui ressort et tel autre qui sort. Donc c'est aussi ça, le travail de la revue, il est aussi à l'intérieur. Il y a un montage, d'écho qui est remarqué ou qui n'est pas remarqué, mais c'est pour ça que je disais que c'est un métier, et la presse, etc. C'est qu'il n'y a pas seulement
un texte sur un film et qu'on espère que ça tisse quelque chose. Et donc, ça veut aussi dire qu'il faut que les gens, d'une certaine façon, gardent le papier. Enfin, gardent un numéro qu'ils puissent ensuite relire parce qu'ils ont envie de lire sur le précédent film de un tel qui n'avait pas repéré. Et qui, Donc, nous, on insiste vraiment pour que... Enfin, on espère que les gens ne jettent pas leur numéro une fois lu, s'ils arrivent au bout. En même si ça abonne au numérique, ils peuvent retrouver les vieux numéros. Voilà, alors maintenant le numérique, je crois qu'on peut remonter jusqu'à 2 ans d'archives et ça va augmenter à mesure que le travail de numérisation va se faire. Et c'est important parce que c'est vraiment des mises en écho. C'est pas du tout juste pour la recherche universitaire ou quoi, hein, c'est vraiment on a envie, quand on est confronté à certaines sorties, on s'est dit tiens, j'avais loupé le premier film de machin, et qu'est-ce qu'ils disaient sur ce film? Moi, je suis souvent allé chercher effectivement des vieux entretiens pour étoffer une découverte, une rencontre avec un cinéma. Ou ne serait-ce pour le plaisir de voir qu'on s'est complètement planté il y a 10 ans. Ouais, c'est ça, j'avais tellement détesté ce film. Et est-ce que en tant que distributeur, tu vois une différence sur l'impact de la presse entre Paris et province? Parce que bon, on est quand même très clivé. Il y a ce marché directeur de Paris qui guide un peu dans ce qui va se passer à Paris. Effectivement, les autres salles se disent il sort sur 3 copies à Paris. Voilà. Mais est-ce que du coup le public, lui, prend plus de temps, un autre rythme? Tu as toi dans tes retours l'impression que la presse a un peu plus d'effet sur un public? Honnêtement, c'est très difficile. C'est très difficile parce qu'il y a tellement de paramètres dans la mécanique de promotion. Nous, on est notamment, mais on n'est pas les seuls, obnubilés par les étoiles hallucinées, qui nous dit que le public, que ce soit à Paris ou en province, ne regarde pas que les étoiles. Donc n'achète pas le magazine, ne lit pas la critique, il regarde les 3 lignes d'halluciné, c'est 3 étoiles, 4 étoiles, 5 étoiles. Il confronte ça avec en plus les étoiles spectateurs. Comment savoir si ce qui a guidé c'est Allociné, c'est le petit sujet télé, c'est le youtubeur, c'est très compliqué. À Paris, il y a cette particulier, en tout cas pour les films indépendants, il y a une différence dans l'investissement promotionnel très importante entre Paris et la province. Du coup, ça peut donner la sensation qu'en province, c'est essentiellement la presse, justement, la presse et le travail de l'exploitant, les deux en parallèle, qui va motiver le public, parce qu'on sait que nous, en termes d'investissement publicitaire, on est moins présent. Alors on est quand même présent, parce que les réseaux sociaux, c'est national, etc. Mais souvent, on géolocalise quand même sur les villes principales, on ne va pas géolocaliser sur 100 villes, c'est un peu compliqué à mettre en place, et assez peu payant en réalité. Donc c'est là que se sentirait le mieux l'impact de la presse cinéphile, avec encore les 50 derniers cinéphiles de je ne sais pas quelle ville, qui achèteraient des cahiers, ou qui rajouteraient Le Monde, Télérama, etc. La vérité, c'est que souvent on a l'impression que ça ne sert pas à grand chose. C'est pas la presse seule, je l'ai dit, l'impact des marques et compagnie. Moi, ce qui m'a frappé récemment, depuis les réouvertures, c'est sur les films, enfin je l'ai déjà un peu dit tout à l'heure, sur les films les plus cinéphiles. Quand bien même on aurait les fameux grands chelems, les 4, 5, 6 titres importants de presse cinéphile, critique, qui disent le plus grand bien avec une belle place, l'ouverture, la pleine page, etc., on n'est pas à l'abri d'un four complet. Alors je parle de films qui sont pointus de toute façon, mais il y a pointu, pour parler d'entrée, il y a pointu 25, 30 000 et pointu 5 000. Et d'un seul coup, on fait 5 000. Et là, on se dit, mais rien ne sert à rien. Il y a presque plus de gens qui ont parlé du film dans les médias que des gens qui vont au cinéma. Et là, on se pose la question de quels sont les lecteurs, combien sont-ils et comment fonctionne la mécanique de désir. Puisque le média, on disait il n'y a encore pas très longtemps, 5 ans, il y a plus longtemps, beaucoup plus, mais encore 5 ans, on disait un bon Télérama et c'est une garantie de spectateur. Pour parler que de Télérama, qui est des trucs qui ressortaient systématiquement de la part des exploitants en particulier. Aujourd'hui, un bon Télérama ne garantit de rien du tout. C'est une vibration qui dépasse, c'est le sujet, c'est l'affiche, les photos, c'est l'extrait, c'est une mécanique de désir qu'on peut détailler, mais qui est quand même assez plus compliquée à cerner. Voilà. Elle-même diluée, en fait, finalement. Qui est diluée, dans lequel le média est important. Alors le média, il est d'autant plus important que avoir une mauvaise critique, c'est destructeur. C'est-à-dire qu'on peut avoir plein de beaux éléments promo, et puis on a des cahiers qui descendent le film. On se dit, c'est con, déjà la base du public, pour qui c'est important, déjà elle est coupée par la presse critique, quand même prescriptrice pour la base du public cinéphile. Donc là, on est cuit. Pas tout aimer. Mais la bonne critique ne suffit plus. Donc voilà. Mais est-ce que vous vous dites pas, malgré tout, parce que je comprends bien, selon cette logique, ça vous coûte de l'argent, par exemple, de mettre une publicité dans un média qui n'est pas
donc quel que soit le média qui n'est pas directement efficace. Mais en réalité, comment dire, dans ce monde de science-fiction qui est assez proche, qui serait qu'il n'y ait plus du tout de presse spécialisée. Et économiquement, c'est assez proche, c'est possible. Et vous êtes parmi les acteurs, en fait, parmi les financeurs. Au niveau publicitaire, moi j'ai des choses à dire sur la question. Voilà. Mais effectivement. Donc s'il y a plus du tout de presse spécialisée, ce que je veux dire, c'est que c'est pas sur tel ou tel film. Est-ce que ce sera efficace ou pas? Vous avez l'air de dire que de toute façon, ça se joue plus pas là. Efficace en soi. Voilà. Mais par contre, moi, je crois vraiment que l'existence de ce regard, si on considère que la critique, mais même la critique d'art en général, enfin, quel que soit l'art concerné. C'est comme une espèce de spectateur au carré, juste de spectateur plus sensible, qui investit plus de son temps autour d'une œuvre. Pour moi, si ça disparaît, enfin, nous, c'est ce en quoi on croit. Non, il y a si ça disparaît, il y a en effet tout un pan de cinéma qui disparaît aussi. C'est un problème d'équilibre, en fait. Le cinéma dont on parle, il est simplement moins vu. À quel moment il est tellement moins vu qu'il n'est plus assez rentable du tout, et que d'un seul coup, tout s'enfonce par le milieu et tout disparaît. C'est vrai qu'on fait 5000 entrées sur un film, on a beau rajouter des aides et compagnie, on perd de l'argent, c'est sûr. Et quand on perd de l'argent, on est moins audacieux en investissement publicitaire, on va être plus efficace, en effet. Moi, pendant longtemps, notre modeste échelle, je tenais à ce qu'on fasse un investissement publicitaire dans les grands magazines, la grande presse cinéphile, pour en effet contribuer, modestement, mais contribuer à son existence. Et puis en même temps, je me disais, mais quand même, au fond, la mécanique d'avant, si j'ose dire, c'était le magazine, il est lu. Donc les grandes marques, en plus c'est prestigieux, c'est cinéma, c'est quand même classe, voilà, c'est CSP+, tout ce qu'on veut. Donc les grandes marques y vont, donc c'est L'Oréal, c'est machin. Et donc en fait, mon travail à moi, c'est pas de financer le journal, c'est le travail de L'Oréal de financer le journal. Sauf qu'on voit bien que L'Oréal investit moins parce qu'il n'y a pas les audiences nécessaires, etc. Donc on se retrouve, nous, à compenser. Mais si on dépense tout l'argent dans la presse qui déjà parle des films, on fait que concentrer le tir, en quelque sorte, sur des médias dont on sait qu'en plus ils sont moins lus. Donc, paradoxalement, pour continuer à intéresser les gens sur ce cinéma-là, il faut précisément communiquer en dehors de ces médias. C'est horrible ce que je viens de dire. Il y a ce côté-là. Les enveloppes sont basses quand même. Donc, on va là où le CPM est le plus faible, là où on cible de façon la plus efficace. Heureusement, une presse spécialisée, c'est déjà un ciblage. Donc, en soi, ça fait sens, on communique encore régulièrement. Mais cette sensation que ça ne suffit pas. Or, on n'a pas les budgets pour faire tout. Et comme vous le savez, on achète plus que jamais en salle, on achète plus que jamais en web, on achète aujourd'hui en télévision. Donc, les coûts se sont ajoutés les unes aux autres. Il y a moins de public. Il y a un problème, voilà. Il n'y a pas 10 fois plus d'aide pour autant. En télé, les films ont plus de valeur, donc on les vend moins bien. Donc aujourd'hui, aujourd'hui une vente télé, ça paye une pub dans les quais du cinéma. Je parle de films pointus. Alors, ce n'est pas une vente télé, c'est une vente SVOD spécialisée. Une vente télé, un an de film, ça paye une pub dans un journal. On se dit qu'il y a un problème économique et qu'on préfère ne pas l'acheter dans le journal. On se dit, moi, je veux gagner ça, quoi. Donc, effectivement, il y a un vrai problème de mix financier, j'ai envie de dire, de mix promotionnel. Mais moi, j'ai pas la clé. Mais on aurait adoré que le modèle qui est peut-être fantasmé, L'Oréal paye le monde est libre, grâce à la pub de L'Oréal, de parler de ce dont il veut, notamment de films pointus. Tout s'arrête là, puis moi, j'investis l'argent qui me reste pour l'espace public, pour la radio, pour je sais pas quoi. Après, voilà, et puis l'affichage, simplement. Je pense qu'il y aurait possibilité de réfléchir du point de vue d'une aide publique fléché sur la presse. À la presse spécialisée, tout à fait. qui rendrait pas cette presse dépendante d'un appareil d'État et d'une pensée. Mais en fait, toutes les aides qui ont été débloquées récemment pour tous les niveaux de l'industrie du cinéma, tous les métiers de l'industrie du cinéma, logiquement, n'incluaient pas la presse, puisque justement, quand on dit qu'elle est indépendante, c'est parce qu'elle est indépendante au sens où elle n'appartient pas à un grand groupe. Mais elle est non. Mais l'indépendance d'esprit, elle vient aussi du fait que le critique n'est pas l'ultime maillon de la chaîne industrielle du cinéma en réalité. Il est hors chaîne, pour le bien ou pour le mal. Et ça, en tout cas, quand on en fait son métier d'être critique,
on sait que c'est une place qui est une non-place. Ou alors on se trompe, à mon avis, et on devient une espèce d'assis qui croit que parce qu'il a une signature peut dire toi t'es bien, toi donne-moi ça et je t'écrirai un bon papier, etc. Donc voilà, c'est même pas la peine. Mais en tout cas, nous, les collègues et moi savons que c'est un poste paradoxal en fait. À la fois on signe et à la fois on n'est pas artiste, on se prend pas pour l'artiste. Et donc on sait qu'on n'appartient pas à l'industrie du cinéma. Et pourtant on fait partie de cet écosystème. On ne fait pas partie de l'industrie, mais on fait partie de ce que vous avez décrit de quelque chose de plus complexe et je dirais de moins assignable justement en termes d'efficacité, mais qui moi m'apparaît comme vital justement surtout quand je vais en salle et j'y vais vraiment beaucoup, c'est-à-dire de voir que ce temps de parole, c'est pas pour débattre du sujet du film, c'est pas ça. C'est pour déplier et formuler ce qu'on a ressenti sans vraiment tout à fait avoir tout de suite des mots dessus. Et nous, c'est pour ça qu'on fait ce métier-là. C'est-à-dire que... Donc c'est ça qui est paradoxal, c'est que c'est pas reconnu, par exemple, par le CNC. Enfin, il y a une toute petite aide aux revues, mais c'est vraiment minuscule. Moi, je sais que j'ai pu en parler à une certaine époque. Je ne serais pas choqué par l'idée que dans les mécanismes de bonus de soutien, donc il y a des soutiens divers, on ne va pas décrire ici, du CNC, sur les films, sur les sorties, il y a pu avoir des mécaniques de bonus sur les premiers films, sur les programmations difficiles, sur pourquoi il n'y a pas un fléchage ou un bonus, une incitation à soutenir une presse qui est elle-même de soutien. Encore une fois, ne serait-ce que par l'étoile hallucinée. C'est idiot à dire, mais ça commence là. Si c'est l'article, c'est mieux, évidemment. Donc les jours où il n'y a plus d'étoile hallucinée, alors ce sera quoi? Des youtubeurs, justement, et dont on sait qu'ils sont... pas tous, mais quand même beaucoup fonctionnent à l'achat. À la subvention. Voilà. Moi, je ne serais pas choqué que quand on achète de la presse, la moitié soit remboursée sous forme de bonus, de subvention, etc. Des choses comme ça. Je ne serais pas choqué du tout. Au lieu de mettre de l'argent dans les salles, dans la télé, c'est-à-dire que concrètement, les compensations qui ont été versées lors de des fermetures, en fait, les fermetures de Covid ont affecté la presse spécialisée, puisque comme les salles étaient fermées, les gens n'ont pas autant... Nous, on a parlé de plein d'autres films qui se voyaient différemment et sur d'autres supports, mais on n'a pas fait le numéro de mai 2020, mais c'est tout. Après, on a fait tous les numéros. Mais évidemment que beaucoup moins de gens ont acheté puisqu'ils n'allaient pas au cinéma. Cahiers du cinéma, on ne va pas les acheter si on... Ça, c'est presque un sous-sujet, mais il est hyper important. C'est de quelle manière les gens qui consomment plus à la télé, qui ont toujours existé, mais qui se sont multipliés avec les plateformes, consomment un petit peu, beaucoup, pas du tout de presse cinéma. Alors on ne sait pas parce qu'on espère que ça va évoluer, de même qu'au bout d'un moment vous vous apercevez que sur votre menu Netflix, vous avez beau aller taper des trucs, c'est toujours les mêmes choses qui vous... Bien sûr. Peut-être qu'au bout d'un moment on se lasse aussi de ça et pareil pour ce qu'on lit, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment... même si on lit pas tout de A à Z dans les cahiers, il y a peut-être une chose, un entretien qui fait plus de 3 pages qu'on a envie de lire, voilà, ce genre de... et je pense que le prix de la revue est suffisamment raisonnable pour que ce soit quelque chose qu'on puisse avoir, on peut s'abonner et tout ça, c'est pas fou. Donc moi je compte là-dessus, sur le fait qu'on revienne aussi, une fois qu'on a vu qu'on pouvait bouffer du film au kilomètre, mais que quand même les films Netflix, ça va bien, un temps quoi. Je me dis que ça aussi c'est voué à évoluer, c'est-à-dire que c'est pas l'entropie totale. Mais dans la mécanique des équilibres, là il y a ça, je sais que c'est un des sujets récurrents pour les distributeurs, c'est la manière dont les médias, de notre point de vue, devrait continuer à séparer clairement les programmes, on va dire, télé, petit écran, home vidéo, peu importe le terme, et les programmes cinéma. C'est un de nos petits combats. C'est-à-dire que le jour, et ce jour est arrivé dans pas mal de médias, où on mélange les sorties du mercredi, ça c'est Netflix, ça c'est OCS, ça c'est machin. C'est le cas dans l'IB. Ça, c'est on peut retrouver à la fois les jeux vidéo, un truc Netflix, et un album et un film. Et du coup, tous vaut, et alors que... Du coup, il y a moins de place pour le cinéma. Du coup, il y a moins de place pour le cinéma, exactement. Le cinéma lui-même, après tout, on se dit aussi, il y a moins de gens qui ont accès, alors que Netflix, finalement, c'est pas quoi la moitié.
la moitié de la population française qui peut y aller. Donc il y a toute cette... Puis ça appuie là aussi le désir est démultiplié, donc noyé en même temps. Nous, sur le désir, et pardon, c'est encore un autre sujet, mais on voit bien que même nos projections de presse, les projections... il y a moins de gens. Il y a beaucoup moins de gens. Ouais. Oui, il y a aussi regardez par lien chez eux. Il y a des effets de concentration. Les journalistes voient tous le même film. Alors c'est pas vrai pour les cahiers qui, en tout cas, pour nous, ils viennent systématiquement voir tous les films. Mais maintenant, pour un attaché de presse, une attachée de presse, c'est une bataille dire viens en salle. Or que c'est une expérience de cinéma qu'on propose surtout pour les films les plus pointus, qui ont besoin d'une immersion. On nous dit j'envoie un lien, je veux un lien, moi je sais comment je le regarde, en x2, en x4, mais moi j'ai pas le même travail, moi j'ai un travail de filtre, encore un autre niveau, moi je vois 800 films par an. Le journaliste il a déjà bénéficié du filtre du distributeur, c'est comme si la compréhension de ce rapport a été un peu perdue. Comme si on n'était pas un filtre en fait. Nous on aime l'idée qu'on a une marque qui conçoit, et on se dit bah mince, moi je suis modeste UFO, je dis mais si c'est UFO, quand même j'espère que les journalistes qui ont identifié que j'avais pas proposé un film trop pourri. Non bien sûr, c'est en fait, comme quelqu'un qui lirait un manuscrit au lieu de lire un livre publié chez un éditeur. En tout cas nous la réalité c'est que les gens viennent plus, beaucoup moins en salle de presse. Donc cette mécanique de désir c'est même jusqu'au journaliste qu'elle est fragilisée. En tout cas, c'est ce qu'on ressent. Voilà, oui. On les connaît, les projections désertes. Il y a une tentation de jeter le bébé avec l'eau du bain. Un peu, c'est ça. De jeter le bébé cinéma avec... parce que cette égalisation, elle frappe les lecteurs, spectateurs, mais elle frappe tout le monde. Le critique en est un juste plus aiguisé a priori, mais... donc bien sûr que ça nous affecte. Alors nous dans les cahiers on a une rubrique qui s'appelle, le titre est un peu laid mais c'est hors salle, donc au moins il y a quand même le mot salle, au moins c'est assez clair que c'est là que ça se passe, et c'est vrai qu'elle est réduite, et à l'inverse je pense qu'on a plutôt une pression, enfin plutôt une vague demande parfois de gens qui disent mais moi je regarde que des séries, pourquoi vous consacrez pas plus de pages, voilà. Mais peut-être tant mieux, parce que s'il y a un petit côté melting pot, mélange de tout ça, si ça ramène des gens de la série vers le film. Si ça ramène des gens de la série vers le film, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Moi, je suis pour que dans un même cinéma, il y ait Star Wars et Konchalovsky. Il n'y a pas de souci avec ça, dès lors que le fléchage est intelligent. Voilà. Mais que dans un même lieu, on parle de tout. Là où ça devient dangereux, c'est qu'on dit non, mais en fait, ils ne viennent que pour la série. Donc, je ne traite plus le cinéma. C'est ce qu'on entend un peu. Nous, non, tu comprends. Apple TV, c'est plus cool. Ça c'est mathématique, il y a moins de place pour les films de cinéma, plus on fait de place dans les pages pour les films de plateforme. Ça c'est une évidence, mais que, à mon avis, là pour le coup, que la presse spécialisée ne peut pas entièrement prendre en charge. C'est-à-dire que là pour le coup on est en bout de chaîne, et si Scorsese et consorts font tous leurs films avec Netflix, Apple, Amazon, etc., on va avoir du mal on ne peut pas parler de Scorsese. À ne pas nous aussi rééquilibrer d'une certaine façon. Bien sûr. Mais par contre, ce qu'on peut faire, nous, c'est réfléchir à ce que ça fait au cinéma quand il passe sur une plateforme, ce que ça fait en termes de contraintes quand il est filmé comme un original de plateforme, ce qu'on a fait il y a déjà longtemps mais qu'on va refaire. C'est une réflexion à avoir, esthétique, enfin, sur ce que ça produit. De penser le cinéma comme fait pour le petit écran avant tout. Alors après, les gens, ils ont des projecteurs, etc., certains, mais bien sûr que ça a une influence sur la forme et que c'est notre rôle de penser ça. C'est ça, en fait. C'est qu'il faut qu'on soit un lieu de... On essaye d'être, pas de pleine conscience, mais quand même de conscience de ce qui est en train de se passer, et pas uniquement avec attention, il faut protéger le cinéma, on serait le temple du cinéma qu'il faudrait absolument sauver de je ne sais quel... Ce qui ne marcherait pas, je crois qu'effectivement, Stéphane a évoqué l'idée de désir, je pense que l'enjeu il est là, comment le ramener, quoi. Oui, et moi je pense, ça vous surprend peut-être, mais pour moi la salle et la présence de la critique en salle, c'est une réponse. En tout cas, en salle de presse, on en voit moins. Pourtant, c'est la salle. C'est ça le paradoxe. Moi, je suis tout à fait d'accord. Mais combien de journalistes ne vont plus au cinéma? En tout cas, plus en projection de presse. Ils vont peut-être au cinéma par ailleurs. Mais, il y en a trop, à mon sens. Mais trop, voilà, ça c'est un souci. Et ça nous questionne sur le rapport au désir. Voilà. Si déjà les journalistes n'ont pas envie de se déplacer, alors que c'est son métier, pour le coup, non pas de se déplacer, mais de voir un film dans les conditions d'un spectateur lambda, dans une salle de cinéma, avec tout ce que c'est d'immersion, et beaucoup plus qu'un projecteur à la maison, parce que c'est encore un autre niveau, évidemment.
Comment donner envie au public lui-même d'aller se déplacer, hein, c'est l'argument qu'on entend. Mais moi, j'ai pas le temps, je vois plein de films. Oui, voisin un peu moins, mais de façon plus qualitative. Voilà, c'est bon. Ça pose question. Ouais. En même temps, comme on le dit à Cannes, où on se presse tous pour aller voir les films dans les salles, c'est un peu paradoxal. Mais ici, c'est un peu paradoxal de le dire, oui. Effectivement. Ici, on est prêt à faire la queue, c'est complet. Je me souviens quand même d'une année où j'ai fait 4h30 de queue successive pour voir un film. Où là, je me suis dit, mais je crois qu'il y a un problème. C'est la dimension événementielle, on se déplace en événement. Mais si l'événement, c'est 2 semaines après à Paris en projection de presse, curieusement, c'est plus un événement. Peut-être que c'est une sorte de normalisation qui ne va pas, peut-être que nous on doit travailler différemment aussi notre offre projection de presse, si j'ose dire, en faisant moins, en faisant quelque chose d'un petit peu sympa et événementiel autour. Voilà, parce que la sensation de banalisation, de normalisation du cinéma, elle commence là quelque part. C'est oh là là, comme si j'allais au bureau, quoi. Je vois un film en projection, il faut bien que le raisonnement qui fait le journaliste ne vient pas. Ah, tu comprends, à 11h j'ai une projo presse. Et ça c'est pas possible. Il faut qu'il y ait du désir. Alors nous on essaie de faire, les distributeurs, de faire des petits bonus, jusqu'au carton de presse un peu cool, etc., quand on a le temps et qu'on peut, quand le film s'y prête. Mais à un moment donné, moi je l'ai fait parfois des trucs un peu sympas, je lui dis quand même ils vont venir, et puis en fait ils viennent même pas. Bon, écoutez. Oui, et entre vous et nous, il y a un métier qui est le métier d'attaché de presse. Et voilà. Voilà. Qui est tout un métier. Et voilà. À qui on confie les clés. Exactement. Qui vous représente en fait. Exactement. Et nous, on peut avoir l'impression que certains attachés de presse, de même que certains attachés de presse, je pense, croient que les critiques n'aiment pas le cinéma, parce que quand ils font une critique négative, voilà, ils pensent que c'est une sorte d'assassinat concerté, et que c'est injuste, puisque le film est petit, puisque le film a petit budget, mais c'est vrai que c'est pas la logique critique que de... Oui, mais ça va dans le sens de ce que tu disais tout à l'heure, à savoir... peut être un pied dans le monde du... Oui, non, mais par ailleurs, la critique ne fait pas partie de l'industrie, voilà. et en même temps, elle a une influence, et c'est vrai que c'est une articulation qui est complexe, parce que quand, effectivement, il y a certains films où on peut tout à fait comprendre la critique, mais... Oui, on n'a pas à répondre à l'injonction, je suis désolée de le dire, mais de soutenir un film, en fait, de soutenir un film, du coup, n'est pas... et donc, ça passe pour de l'arrogance, ça passe pour... mais en réalité, c'est important de maintenir ça. C'est-à-dire que c'est pas la charité, quoi. C'est pas ça. Le film peut avoir les meilleures intentions du monde. C'est une subjectivité qui se confronte à une œuvre, avec et elle sera convaincante ou pas rhétoriquement dans le texte, quoi. Ça passera ou pas, mais ça peut pas être une sorte de chantage à la bonne volonté, ça marche pas. Et c'est vrai que parfois on a l'impression que le métier d'attaché de presse consiste à faire cette espèce de pression, de culpabilisation, de jeu sur les statuts qu'on peut obtenir symboliquement si on soutient, hein, parce qu'il y aurait une sorte de prestige en tant que critique à être critique positive, c'est-à-dire qu'on serait plus ouvert, plus éclairé, d'aimer à peu près tout, et on serait plus généreux, voilà. Et c'est pas des catégories morales, c'est pas parce que dans les cahiers c'est écrit que le travelling était une affaire de morale que voilà, c'est pas une catégorie morale en fait, c'est un risque esthétique. Et là encore, je répète, on peut complètement se planter, ou soi-même rétrospectivement des années après dire j'ai complètement raté, tant pis, c'est un pacte avec le lecteur qui fera la part des choses et qui sera convaincu ou pas par le texte lui-même, mais c'est vrai que nous, on sent ça de la part des attachés de presse, de dire, bon, attention, là, le cinéma d'auteur est en train de mourir, donc ne faites pas ça. Ne tirez pas sur l'ambulance. Oui, ne tirez pas. C'est pas une méchanceté, c'est pas qu'on est né méchant et donc on est devenu critique. Non, je ne veux pas trop intervenir, on laisse l'attaché de presse employer ses méthodes pour qu'on ait fait lié à la fin des critiques positives qui sortent. Et on reconnaît que c'est un métier. Voilà. Mais c'est vrai que le premier métier, nous, là où il y a une injonction, c'est, quitte à ce que le film ne soit pas traité, mais c'est venez voir les films. Quoi. Ça, c'est vrai que c'est ça la base. La base, c'est quand même ça. Voilà, combien même il ne serait pas traité, en effet, il n'est pas dans le choix, on n'a pas aimé ou on trouve que c'est négligeable, on s'en fout un peu, mais qu'il soit considéré. C'est vrai que sur une cinéphilie un peu alternative ou tout simplement de découverte. Hein, et ça, nous, on a du mal à avoir le personnel suffisant en heures, en fait, pour absorber le nombre de sorties, je ne sais pas, 60
70 sorties par mois, par exemple. Réellement, c'est un problème. Et on en vient à avoir une espèce d'horrible pensée malthusianiste, à dire, il y a qu'à en avoir moins. Et puis, évidemment, ceux qui ne seront pas là, comme vous avez dit, ce ne seront pas ceux dont on souhaiterait qu'ils ne le soient pas. Bien sûr. Donc, c'est un problème. Mais humainement, et là, ça rejoint la question économique, c'est qu'une revue... Nous, pour les 100 pages mensuelles, on est 7 salariés, tout compris, avec des postes administratifs compris. Et puis, on fait écrire des gens, mais eux-mêmes ne peuvent pas vivre de leur plume. Donc, c'est très réduit comme économie. Et si les gens ne sont pas payés justement pour aller voir les films, de fait, le reste de leur temps, ils font autre chose. Et c'est très basique, mais c'est du temps d'absorber tous ces films. Donc on a envie de vous dire, s'il vous plaît, ne faites pas de calcul en vous disant que vous prenez tel film et vous le sortez parce que peut-être il a une chance de... On fait confiance que si vous sortez des films, c'est que vous croyez vraiment en ces films. En fait, c'est ça, c'est cette espèce de... C'est ça la confiance à avoir, qu'il n'y a pas de roublardise du côté... Ça, c'est important pour nous. Et de même que je pense pour les lecteurs, que quand ils nous lisent, de savoir que derrière, il n'y a pas en sous-main, je ne sais pas, des logiques de copinage, de corruption, de partenariat douteux. Mais il y en a, pas chez vous. Mais... ça arrive, oui. On en entend parler. Oui. Et du coup, est-ce que je dirais du côté de la production, quand on assiste à une inflation des frais de sortie, avec les achats de bandes annonces, tout ce dont on parle et qui n'est pas tellement régulé depuis des années, alors qu'on a quand même essayé. Est-ce que ça, pour vous, j'imagine, ça a un impact aussi à la fois sur la pression qui peut être mise sur les attachés de presse, puis sur les journalistes, mais aussi sur la façon, quand vous sortez un film, sur la répartition de l'argent, effectivement, que tu disais tout à l'heure. Il y a des choses qui coûtent beaucoup plus cher, on ne peut plus mettre d'argent ailleurs. On a fait le seul poste qui est baissé ces dernières années, c'est le poste technique. Donc là, on retrouve un peu d'oxygène parce qu'il y avait les copies. Le 35 mm avant, le VPF, la copie numérique ensuite. Aujourd'hui, il n'y a plus ce poste-là. Mais en réalité, on se rend compte qu'il a été intégralement bouffé, redirigé soit sur la publicité télé, télé replay, pas forcément de télé avant le JT de 20h, mais ne serait-ce que les petits replays ici et là, et puis vers la salle, l'augmentation, il doit y avoir des statistiques, c'est l'augmentation de l'investissement vers la salle est considérable, chose même un peu délirant en fait. C'est-à-dire quand vous dites investissement vers la salle. Maintenant il n'y a plus de publicité en salle, ça dépend qui. Donc des bandes annonces en salle. Les bandes annonces en salle. Pas le matériel que vous fournissez à la salle. Non, pas loin. On n'est plus très loin de pouvoir avoir son affiche pour signaler que le film joue, on n'est plus très loin de devoir payer pour l'avoir. Comme certains cinémas où pour avoir la grande affiche au-dessus d'un escalier, on cite personne qui en parle, il faut payer très cher. C'est toujours payante. C'est une logique économique qui fait sens, mais c'est vrai que c'est une question là aussi d'équilibre. Et c'est vrai que ça a pris peut-être trop d'importance, surtout à une époque où il y a moins de public en salle, malgré tout, une époque peut-être il faudrait chercher le public justement entre guillemets dans la rue ou chez lui. Donc je pense qu'il y a peut-être un rééquilibrage qui va s'opérer, mais bon, la salle c'est une chose, la télé c'est important, le web n'en parlons plus, ça a été évidemment, sans parler même des réseaux sociaux en soi, donc vous n'avez plus un film à moins de chacun son échelle, 10 000, 5 000, 50 000 sur Facebook, Instagram, etc. Donc c'est autant d'argent qu'on doit bien prendre quelque part. Ça a été pris en partie sur ce gain technique, mais c'est pris aussi sur les médias réputés plus classiques, dont les ventes sont moins bonnes, où le CPM, le coût pour 1000, semble moins bon. Alors donc on fait du calcul, alors YouTube c'est tant de CPM, les cahiers, en fait c'est tant, c'est pas beaucoup. Enfin bon, Et puis, est-ce que vous avez mesuré disons, l'impact, la grande diffusion sur les réseaux sociaux, est-ce qu'on peut mesurer si réellement les gens vont après les gens, parce que nous on a l'impression que les utilisateurs des réseaux sociaux
par exemple, autour de la revue, c'est pas forcément les gens qui vont acheter la revue. Et donc je me dis que pour la salle, c'est pareil, je comprends le calcul de l'efficacité parce que ça, vous touchez plus de gens sur les réseaux sociaux, mais effectivement... Non, mais on manque de données, mais il y a une manière d'affiner, alors je ne suis pas le spécialiste quand on fait appel des agences, mais il y a une manière d'affiner le ciblage qui peut permettre de penser qu'on va quand même toucher des gens qui vont au cinéma. Ne serait-ce que la géolocalisation, vous allez acheter sur des profils qui sont approchés à moins de 10 mètres du cinéma. On considère qu'il y a des chances pour qu'ils y aillent, surtout si c'est un cinéma dans une rue perdue. En fait, il y en a plein qui passent devant le cinéma. Et qui, voilà, ça dépend où. Mais en tout cas, ils voient le cinéma, on se dit, tiens, s'ils regardent la pub du Monde et qu'en fait ils sont ciblés, qu'ils vont sur Facebook, qu'ils sont ciblés, vu qu'ils passent devant le cinéma, il y a une chance au moins qu'ils sachent que le cinéma existe. Voilà. Mais c'est des mécaniques de ciblage qui ne garantissent rien. Peut-être que chez Warner, on vous dira qu'on connaît très bien tout ça. Moi, je suis trop petit pour avoir une maîtrise des données, des données qu'on n'a que très partiellement d'ailleurs. Hein. Mais on a la sensation qu'on va plus près du spectateur quand même. Alors, est-ce qu'on va aller plus près en parlant via Facebook, via les cahiers? Peut-être pas, parce que les cahiers, a priori, c'est quelqu'un qui va au cinéma aussi. Mais on maîtrise exactement la quantité, c'est aussi ça. Le fixe du cahier, on l'a, voilà. Moi, si je veux mettre juste 50 € sur Facebook, ça a déjà une valeur. Je sais déjà que je vais toucher tant de personnes avec ces 50 €. Là où le côté non sécable de la publicité plus classique, médias, etc., fait que voilà, c'est deux choix, c'est entre en mettre un paquet sur un seul média ou plein de petits paquets sur plein d'autres médias numériques qui permettent cette dispersion. On a un problème globalement de la dispersion, tout simplement. Parce que, en salle, moi j'ai l'impression de voir beaucoup de gens qui ne sont pas du tout sur les réseaux sociaux, qui sont une espèce de masse invisible sur les réseaux. Mais c'est ce que vend la salle. La salle nous dit, mais investissez chez moi, au moins c'est un public qui va au cinéma. Et nous on répond oui. Mais le travail à tous, c'est aussi d'aller chercher le public qui ne vient plus. Donc ça, il est plutôt chez lui. Actuellement. Moi, j'aurais rien contre payer sur Netflix, hein, après tout. Hein. Revenez voir des films cool au cinéma. Netflix ne prive pas de faire le contraire. Donc il y a ce mix, mais effectivement, aller chercher un public qui aime le cinéma, mais qui reste chez lui, Cahiers du cinéma est bien placé là-dessus. Non, mais après, c'est d'autres logiques. C'est logique, effectivement, Cahiers, c'est des médias où on achète un truc et ça coûte tant. Le web, évidemment, a cette force publicitaire aujourd'hui. La salle aussi, d'ailleurs, on n'est pas obligé d'acheter tout. On achète des petites tranches, des petits bouts, on cible, on achète un peu là. Et c'est vrai que dans une logique de restriction des budgets, tout en voulant être partout, l'idée de faire comme ça, de parsemer un peu son budget sur plusieurs médias, a sans doute nuit aux achats plus classiques. On achète Le Monde, Télérama, les cahiers, boum, et tout de suite on sait, je ne vais pas dire combien, mais tout de suite c'est pas mal d'argent, et on se dit, mais est-ce que j'ai été chercher au-delà un public qui ne va plus sur la presse, tout simplement? J'ai pas la réponse, hein. Surtout qu'on ne peut pas, moi je ne sais pas flécher l'efficacité de la publicité, quelle qu'elle soit, vers une consommation sale, vers un achat de billets sale. Ça on ne sait pas le faire, peut-être les seuls qui sachent le faire, c'est ceux qui vendent des cartes, peut-être, les vendeurs de cartes, UGC, MK2, Gaumont, Pathé, etc. Mais nous on n'a pas la donnée pour ça. Mais c'est la sensation qu'à un moment donné, le boulot, c'est d'aller récupérer du public qui s'intéresse au cinéma, mais peut-être qui n'y va plus. Voilà, donc ça, c'est à la maison, c'est dans la rue. Voilà. Bien. Écoutez, j'ai l'impression qu'on a fait un joli tour de piste. Alors, on n'a pas trouvé les solutions miracles, mais bon, je pense que c'est un travail assez long. Peut-être que j'ai quand même le sentiment que dans certains, alors c'est pas non plus la panacée, mais que on est en train de vivre une page, je pense à l'offre en ligne des films qui a quand même énormément muté, alors avec les plateformes, mais aussi avec de la VOD, qui fait quand même qu'aujourd'hui, entre payer 3 € pour un film ou aller le pirater, c'est quand même plus simple de payer 3 €. Il y a une offre qui est devenue énorme et je pense que les habitudes des uns et des autres ont changé et que, je dirais, les modèles économiques quand même uniquement dans la projection qui existe encore dans le web, enfin on pense à Twitter qui quand même est valorisé une hauteur incroyable alors que ça ne dégage pas un copec. Il y a quand même des choses qui progressivement changent et de la part du public, une acceptation que tout peut pas être gratuit et que si on veut un truc de qualité, il y a un moment, on met un peu de sa poche. Et c'est peut-être aussi une des choses qui va faire que progressivement, il y a des modèles qui vont tomber et qu'on va pouvoir gagner un peu d'air aussi et refaire des choses. Je vois. Vous avez une approche un peu psychanalyse. Si les gens payent,
Ils investiront. Non, c'est pas une approche psychanalytique. Oui, je vois la logique. Non, mais comme vous le dites, c'est pour qu'on puisse bien travailler au cahier, il faut un peu plus d'argent. Et aussi, là, pour le coup, c'est plus moi à mon niveau. C'est vrai que dans cette espèce d'océan de tout et de rien, il y a un moment où, quand j'identifie quelque chose, effectivement, la transaction, il y a un prix à payer pour avoir quelque chose qui a une valeur, parce que de l'autre côté, quelqu'un a travaillé. Et je pense que ça, c'est... Alors peut-être ça touche une couche infime encore pour l'instant, mais j'ai le sentiment que c'est quelque chose qui est en train d'arriver quand même un peu. Alors avec différents points de mesure dans la musique, effectivement, on est avec une offre extrêmement minable sur Spotify et compagnie, mais en même temps il y a d'autres trucs qui se mettent en place sur Bandcamp avec les gens qui achètent, qui réachètent des albums. Oui, comme ça commence toujours par une dévastation très forte d'abord, et puis ensuite... oui, mais avec des îlots de résistance qui finissent par trouver une façon de continuer à exister. Et voilà, je ne dis pas qu'il fallait dévaster pour. Hein, j'ai le sentiment juste, ça peut être purement personnel, qu'on est dans une phase de recomposition. Il y a eu énormément de dégâts. Des très mauvaises habitudes sur une espèce de fantasme. Le web, c'est gratuit. Non, ce sont des gens qui sont... Quelqu'un paye toujours. Oui, ce sont des gens qui, à la base, c'est des gens qui sont accolés à des universités, qui n'avaient pas besoin de monétiser ce qu'ils faisaient pour créer le web. Et donc ça a donné cette impression un peu gauchisante, c'est super, c'est gratuit. Non, pas du tout. La finance est engouffrée là-dedans et on en paye les pots cassés, mais voilà, les choses continuent à évoluer. Donc j'essaie de voir les choses positivement. De pouvoir payer ce que j'ai dit. Voilà. Je ne sais pas si quelqu'un dans la salle a quelque chose à ajouter. Je voudrais juste partager une chose. Alors, c'est pas forcément sur l'ensemble du sujet, mais surtout par rapport à ce que vous disiez sur la critique, où vous parliez de dire je, et puis vous dites en gros qu'il faudrait presque qu'il n'y ait pas de je ni de on, si j'ai bien compris, et que ce soit plus une espèce d'écriture assez objective qui parle du film, mais qui jamais vient mettre... En fait, la vie, malgré tout, il est donné quand même par l'écrivain, mais il y a quelque chose peut-être un peu moins d'une affirmation de son goût. C'est plus argumenté par quelque chose, malgré tout, même si ça va donner quand même à voir son appréciation et sa critique, mais plus d'être dans des choses comme ça, que d'être, je sais pas si je suis clair, que d'être dans un jeu ou un on. Et quitte à être dans un jeu ou un on, moi je suis toujours très gêné quand vous parlez du masque et la plume, ou quand un critique dit et là on se sent le on tout à coup lui donne une importance et la déresponsabilise comme si c'était tout le monde alors que c'est elle qui parle. Et je trouve que du coup c'est intéressant peut-être d'aller plus vers le jeu, quitte à ce que ça devienne un spectaculaire ou je ne sais. C'est parce que quand je dis ne pas employer le jeu, parce que moi je pense qu'il y a eu une complaisance dans l'emploi du jeu, disons de mise en scène de soi, mais en réalité c'est pas parce que le texte serait objectif. Il peut pas être objectif. La critique, c'est l'exercice d'une subjectivité, d'une sensibilité, mais comme ça c'est la base, enfin c'est évident qu'il y a une personne qui signe, donc il y a une personne au travail devant l'heure. Du coup, c'est vrai que rajouter le jeu, etc., ça arrive. Hein, c'est pas un tabou absolu, mais c'est un dosage. Enfin, c'est un petit peu délicat parce que c'est vrai que l'ambition n'est pas de vous faire part de toutes les humeurs que j'ai traversées en voyant le film. Sinon, on s'en fout un peu, enfin, sauf si vraiment vous nous aimez particulièrement pour d'autres raisons, mais quand même de dire quelque chose de l'œuvre, ou en tout cas d'avoir une intelligibilité, de déplier quelque chose de l'œuvre, de la résonance qu'elle peut avoir faite, en espérant que c'est pas délirant et que ça va rejoindre les autres subjectivités de spectateurs à un moment, parce que sinon c'est autiste totalement. Mais donc c'est pas le but n'est pas l'objectivité, mais le but est quand même d'avoir des éléments de l'œuvre, d'où le fait que parfois, au grand scandale de certaines personnes, on puisse prendre des notes pendant la projection dans le noir. Alors c'est tout moche, c'est tout, mais
parce que justement, je pense qu'on fait confiance à ce qu'on a ressenti, mais que voilà, c'est pas juste un compte-rendu quasiment psychologique de ce qu'on a traversé en tant qu'une personne. Il faut essayer de dire quelque chose de l'œuvre elle-même. Alors là encore, pas des intentions de son auteur, mais de ce point de contact, quoi. Mais vous avez raison, et ça, c'est un enjeu littéraire, enfin c'est un enjeu, ou rhétorique si on veut, au bon sens du terme, à mon sens, c'est un enjeu d'écriture, qui est un peu délicat, quoi, mais là encore, c'est pas pour effacer la subjectivité. Pour moi, c'est la base que quelqu'un signe, donc il y a quelqu'un. Vous avez compris ça, je me suis mal exprimé par la suite. Non, mais. Ouais. Non, mais il y a un rapport à la mise en scène, c'est presque le côté un peu journalisme gonzo, où on raconte son expérience d'une séance plutôt que de faire la critique du film. Ou c'est une sorte de storytelling j'y étais, ce qui est encouragé par ce qui se passe à Cannes. Bien sûr. Je suis allée à la projection, tout à coup, le type à côté est là. Bon. Il y avait une barbe de 3 km. Voilà, et on a même l'impression que certains films sont faits pour ça. Alors je vais encore reparler de Ruben Östlund, mais je veux dire, c'est-à-dire sont programmés pour provoquer, c'est comme une espèce de jeu avec le spectateur pour appuyer sur des boutons, quoi, et qu'ensuite ça se traduise dans les textes par ça. Bon, peut-être que c'est drôle, hein, peut-être qu'il faut jouer avec, mais cette mise en scène de soi, je pense elle peut être justifiée à la radio. Enfin, elle produit quelque chose de théâtral à la radio. Dans l'écriture, dans la presse écrite, c'est encore autre chose. C'est un dosage. Moi, de même que je suis toujours un peu en retrait quand un programmateur donne l'impression quasiment qu'il a fait les films lui-même, parce qu'il les a mis ensemble. Pardon, hein, l'acide. Pardon, c'est pas ce que je veux dire pour l'acide, mais de même. On n'a pas cette impression-là, tout va bien. Par certains textes critiques, je me dis, mais c'est fou, quoi. Il se met devant. Enfin, le critique fait écran. Au film lui-même. Alors, il n'y a pas de film lui-même, il y a juste ce qu'il a pu toujours une interaction entre quelqu'un qui reçoit cet objet. Mais après, parfois, il prend un peu toute la place. Oui, je pense dans l'écrit, je pense que ça, effectivement, à partir du moment où il y a une mise en scène, il y a une mise en scène dans le traitement web. Dans l'écrit, c'est vrai que ça passe par le style. Et il y a eu des très belles réussites. Pour le coup, je pense à quelqu'un qui est dans un autre domaine, comme Daniel Arras, qui est historien de l'art. C'est des textes extrêmement investis et où on n'a pas l'impression d'un type qui nous déballe sa vie, et en même temps il nous emmène sur une façon de regarder les choses qui est très très personnelle, et quand on identifie des auteurs comme ça, c'est vrai que c'est quelque chose, on va aller facilement, on a envie de les retrouver dans une plume, un style. Ça, ce serait un Serge Danet pour tout à fait, bien sûr, je pensais à lui aussi, évidemment. Mais en réalité, dans les autres textes qui ne sont pas de critiques aussi identifiés, importants, qui deviennent une figure et dont vous connaissez la vie, la tête, etc. Je pense que de manière plus fine peut se jouer un peu la même chose, mais il faut être attentif, il faut être dans le texte, quoi. Dans le moment d'un texte, dans l'économie d'un seul texte qui peut faire une demi-page, qui peut faire... D'où le fait que pour nous, les textes courts, ils sont aussi importants. Et on essaye d'avoir une pédagogie de ça par rapport à nos rédacteurs, puisqu'on est une rédaction jeune. Mais c'est difficile de faire comprendre que en fait, faire un texte très court, c'est d'autant plus important qu'il soit pas raté, qu'il soit pas du tout négligé parce qu'il est plus court. Faire un texte court, c'est bien plus compliqué. C'est plus compliqué, voilà. C'est très très compliqué d'arriver à commencer en gardant la même force. Bien. Merci. Merci à tous. On va peut-être s'arrêter là avant de fondre littéralement.